Alors bonsoir à tous, juste une petite vidéo pour accompagner la correction de l'exercice sur l'étude de la cinétique d'une réaction chimique. Alors dans ce sujet, on s'intéresse à la réaction entre l'eau et le 2-chlorométhylpropane. Donc pour les premiers qui ont fait ça à la maison, les 5 qui sont à la maison cette semaine, vous allez voir qu'on va faire un TP un peu similaire à cet exercice. Et pour ceux qui le feront plus tard, en gros ça reprend un peu le même principe que ce qu'on a fait dans le TP. Donc on va voir ça ensemble. Alors on a ici l'équation qui est donné. On a le 2-chlorométhylpropane qui est ici, qui est hydrolysé par l'eau. On obtient un alcool et deux ions. Et grâce à ces deux ions, on va voir qu'on va pouvoir faire un suivi par conductimétrie. Alors, étant donné que la concentration des ions va varier, on va pouvoir suivre la variation de cette concentration au cours du temps. On nous donne quelques données avec les conductivités molaires ioniques, un rappel sur la loi de Colroche, et puis ici la masse molaire et masse volumique du 2-chlorométhylpropane. On nous explique comment on prépare les solutions, pardon. Donc là, dans une fiole jaugée, on prend 1 ml de chlorométhylpropane, qu'on met dans une fiole de 25 ml, et on en prend seulement 5 ml. On va voir que ça va jouer rapidement sur la première question. Donc là, on nous parle de calculer une quantité de matière. Alors tout de suite, on se dit calculer une quantité de matière, j'ai un volume, donc du coup, on va peut-être avoir une concentration. En l'occurrence ici, non, car on a des produits purs. Donc quand on fait ça, il faut toujours passer par la formule qui nous dit que la quantité de matière petit n, c'est petit m sur grand M. Et ici, on reprend une formule, ici petit n, donc vous trouvez sur le grand M, mais la masse en haut là, le petit m sur grand M, la masse, c'est le produit de la masse volumique par le volume. En l'occurrence, ici, je calcule la quantité de matière de 2-chlorométhylpropane que j'ai mis dans la première fiole. Donc ça, c'est N1. Et puis à la fin, pour faire ma solution, on prend seulement 5 ml de cette solution. Donc en gros, je prends un quart de ce qu'il y avait dans les 25. Donc en gros, la quantité de matière, c'est ce que j'avais au début, ici, divisé par 5. Et quand je fais ça, donc ici je retrouve la masse volumique fois les 1 ml, divisé par 5 fois 92, on obtient 1,8 10-3 mol. Question suivante, on vous demandait de remplir le tableau d'avancement. Rien de bien méchant, si ce n'est ici que l'eau est en excès, parce qu'on fait une dilution, donc on va mettre énormément de solvant et très peu de réactif ici. Donc forcément, si H2O est en excès, le réactif limitant, pour le coup, ça va être lui. Donc on remplit de manière classique. Premier état, ce que j'ai au début, 0 dans les produits, ce que j'ai au début dans le réactif. Ici, si on regarde les nombres stoichiométriques qui sont devant chacune des espèces chimiques, on a juste un 2 devant H2O, mais qui n'intervient pas vu qu'elle est en excès. Et devant les autres, on a des 1. Donc en gros, à l'état intermédiaire, on va avoir là, ce qui nous reste, c'est ce que j'ai au début moins ce que je consomme. Ensuite, j'ai ce que je forme, ce que je forme, ce que je forme ici qui prend la forme de X. À l'état final, on a X max, on recopie X max ici. On résout ça assez vite. On sait que ici, CH3, 3 fois CCl, c'est le réactif limitant parce que l'eau est en excès. Donc comme il est limitant, cette valeur est égale à 0, ce qui veut dire que N0 est égal à X max. Donc X max ici vaut N0. D'accord, donc on retrouve directement les quantités de matière ici. Et la question dans la 2, il fallait compléter le tableau, et surtout, quelle relation lie la concentration H3O+, et la concentration en Cl-. En fait, il faut juste lire l'équation, ou lire ici, comme vous voulez. Vous remarquez qu'à la fin, vous avez formé la même quantité de matière de H3O+, et Cl-, ce qui veut dire qu'on aura les mêmes concentrations. On pouvait déjà le lire dans l'équation, on voyait bien que quand on faisait l'équation une fois, on formait un H3O+, un Cl-. Si je fais l'équation deux fois, je forme 2 H3O+, et 2 Cl-. En termes de nombre, on a la même chose. Et comme on a le même volume, on obtient les mêmes concentrations. Ensuite, la question 3, on vous demande d'exprimer l'expression de la conductivité. Bon, en fait, en plus, elle était rappelée ici, la loi. Donc, c'est la somme des lambda I xi, xi étant les concentrations des ions, et lambda I, les conductivités molaires ioniques qui sont ici. Donc, en gros, il suffit de remplacer. On a la conductivité qui va être due aux ions oxonium et celle qui est due aux ions Cl-. On a deux ions qui participent tous les deux à la conductivité de la solution. Donc on a lambda H3O+, fois la concentration H3O+, plus lambda Cl- fois la concentration Cl-. Comme on a vu au-dessus que Cl- c'est la même chose que H3O+, eh bien tout simplement on peut remplacer Cl- par H3O+, et factoriser. On obtient la conductivité qui est la somme des conductivités molaires ioniques de chacun des ions fois la concentration en H3O+.
Dans la question suivante, on vous demande de donner l'expression justement de cette conductivité avec l'avancement et le volume. Alors, ce qu'on sait de l'avancement ici, surtout pour H3O+, hein, si vous regardez, vous avez la concentration H3O+, qui est ici. Donc on va aller voir la colonne H3O+, je sais que j'ai N0. N0 qui vaut X max ici, mais qui au cours de la réaction vaut X. Donc si je m'intéresse à un moment donné de la réaction, je sais que j'ai formé X mol de H3O+. Vu que le volume ne change pas, pour trouver la concentration, il suffit de diviser ce X par V. Et c'est ce qui est écrit ici. La concentration H3O+, c'est X divisé par V. J'ai remplacé ici H3O+, par X sur V et j'obtiens l'expression de la conductivité. C'est assez simple. Alors par contre, ensuite, ce qui nous intéresse, c'est pour un temps très grand, la conductivité sigma infini du mélange ne varie plus. Cette réaction étant totale, on atteint l'avancement maximal X max. Donc on n'a plus de variation dans le milieu, plus d'évolution. A priori, le réactif a été totalement consommé, on obtient X max. Et on demande d'exprimer le rapport de, ici, la conductivité à n'importe quel instant sur la conductivité sigma infini. Alors ce qu'on fait, il suffit de prendre ici l'expression qu'on a trouvée avant et puis remplacer sigma infini, c'est l'expression qu'on a là fois x infini sur v. X infini, on a dit que c'est la même chose que x max. Donc la conductivité au bout d'un temps très long, c'est la somme des conductivités molaires ioniques qui multiplie l'avancement max sur le volume. Si on fait ensuite le rapport de cette grandeur-là sur celle-ci, hein, parce qu'on veut faire sigma sur sigma infini, on se rend compte que les conductivités molaires ioniques, ici ça s'en va, ici ça s'en va, et il va me rester un rapport, le volume aussi, pardon, simplifié, il va me rester juste un rapport d'avancement. Je me retrouve juste avec x sur x max. D'accord? Donc ici, dans ma formule, ça disparaît, ça disparaît, et aussi le volume, parce que au numérateur et au dénominateur, je retrouve ces deux expressions. Si je veux exprimer x tout seul, x max passe de l'autre côté, et j'obtiens l'expression de l'avancement qui est la conductivité sur la conductivité max sur l'avancement maximal. Alors ça sert à quoi? Ça sert en gros à avoir, en mesurant la conductivité tout au long de l'expérience, et à la fin en connaissant la dernière conductivité, on peut revenir à chaque instant à la valeur de l'avancement, ce qui veut dire qu'on peut revenir à chaque instant à la concentration H3O+, ou la concentration en CL-. Bon, ça c'était pour la première partie, un peu d'exploitation de tableau d'avancement et puis de rappel de la loi de Colroche. Rien de très compliqué, mais les questions sont peut-être pas très claires. Donc j'espère que, en tout cas, la correction que je vous donne et puis peut-être cette vidéo vous aidera à mieux comprendre. Alors maintenant, on nous dit dans le sujet que grâce à cette formule-là, on peut tracer la courbe suivante. Donc la courbe qui est noire là, alors ça c'est la correction, pardon, la courbe qui est noire ici, de l'avancement en fonction du temps. On se rend compte que l'avancement progresse vite et puis de moins en moins vite, jusqu'à atteindre un espèce de palier ici. La question 1, on nous dit expliquer la méthode qui permettrait d'évaluer graphiquement cette vitesse à un instant donné. On nous rappelle que la vitesse, c'est, alors la vitesse volumique, hein, c'est la dérivée de l'avancement par rapport au temps. Une fois qu'on a cette valeur, on le divise par le volume pour avoir une vitesse volumique de réaction qui sera justement indépendante du volume de la solution. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est que la dérivée à un point donné d'une courbe, ça correspond à le coefficient directeur de la tangente. Donc si je cherche à un moment donné la vitesse sur mon graphique qui est, hop, je vais prendre le graphique d'origine, sur mon graphique qui est ici, par exemple je cherche la vitesse à 5 minutes, ce que je vais faire c'est que je vais tracer une tangente à la courbe, ici, et je vais calculer son coefficient directeur. Une fois que j'ai ça, j'ai dx sur dt, il suffit que je le divise par le volume pour obtenir la vitesse en mol par seconde. Si je le veux à, je sais pas moi, ici, là, à la moitié, donc à 2,5 minutes, 2 minutes 30, c'est pareil, je trace ici une tangente et je calcule le coefficient directeur et ensuite je divise par le volume pour obtenir la vitesse. Donc en gros, la technique, c'est quoi? C'est de tracer une tangente et de calculer son coefficient directeur. Et une fois qu'on a ça, on divise par le volume, c'est ce que je viens de dire. Deuxième question, la 2.2, à l'aide de la courbe, indiquez comment évolue cette vitesse au cours du temps. Alors là, si on s'imagine sur le graphique, alors je vais prendre le graphique de départ, pardon. Sur ce graphique-là, si on s'imagine tracer une tangente, par exemple, à ce que je disais, à 2 minutes 30, si vous regardez, la tangente, elle va être très verticale, donc avoir un coefficient directeur élevé, ce qui veut dire que la vitesse sera élevée. Plus j'avance dans le temps, plus les tangentes, si vous regardez, si je trace une tangente ici, elle va avoir un coefficient directeur qui est moins élevé que précédemment, et puis ici, encore moins élevé, jusqu'à devenir
complètement horizontale, donc complètement nulle. Et donc, qu'est-ce que ça montre ça, l'évolution du coefficient directeur de ces différentes tangentes? Ça montre que la vitesse de réaction diminue au cours de la transformation. Ici, là, vous voyez qu'on va très vite, l'avancement progresse très vite, et puis de moins en moins vite, de moins en moins vite, de moins en moins vite. C'est-à-dire que on n'a pas une vitesse constante de formation des produits. Celle-ci, elle n'est pas linéaire dans le temps. Et donc, qu'est-ce qu'on a mis dans la correction? Au cours du temps, la tangente à la courbe devient de plus en plus horizontale, c'est ce qu'on a dit. Donc dx sur dt diminue, la vitesse de réaction diminue, puis tend vers 0. Donc on a une vitesse de réaction qui est maximale au début de la réaction, puis après elle diminue au cours du temps. Hop. Alors, quel facteur cinétique permet de justifier cette évolution? Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Si l'avancement progresse, qu'est-ce qui se passe dans mon milieu ici? Si je prends le tableau d'avancement qu'on a rempli tout à l'heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cours du temps, la quantité ici de matière de ce réactif ici, ben elle diminue au cours du temps. Si sa quantité de matière diminue, ça veut dire que sa concentration diminue, et on sait que l'un des facteurs cinétiques qui existent, c'est la concentration. Plus la concentration en réactif est élevée, plus la vitesse de réaction sera grande, et plus on attendra l'état final rapidement. En l'occurrence ici, la concentration en réactif, elle diminue, donc c'est le principe d'un facteur cinétique, hein. Moins il y a de concentration, bah, plus la vitesse est faible. Donc sur cette courbe-là, on met en évidence le fait que la concentration soit un facteur cinétique. Donc la concentration du réactif de chloro de méthylpropane diminue au cours du temps. Il s'agit du facteur cinétique responsable de la diminution de la vitesse volumique de réaction. Sur la courbe ensuite, il fallait déterminer le temps de demi-réaction, définir le temps de demi-réaction et estimer graphiquement sa valeur. Et puis, ce qu'il fallait faire aussi, c'était dessiner qualitativement sur le graphique l'allure d'une courbe montrant les variations d'avancement d'x au cours du temps avec une température plus élevée. D'accord? Donc, plus la température est élevée, température c'est un facteur cinétique aussi, on va atteindre l'avancement plus rapidement possible. La valeur du temps de demi-réaction est à l'identique, inférieure ou supérieure à la valeur précédente. Donc, on va aller voir ça. Donc, le temps de demi-réaction et la durée au bout de laquelle l'avancement atteint la moitié de sa valeur finale. Donc ici, l'avancement final, c'est Xmax. Donc il faudra diviser Xmax par 2. Donc Xmax est ici. Vous divisez Xmax par 2 pour obtenir ici 0,9. Et vous allez chercher l'antécédent ici pour le temps. Okay, donc on fait un ratio avec les distances et on trouve 1,2 minutes pour T1,5. Si je trace la courbe avec une température plus élevée, c'est la courbe bleue, hein, on va atteindre plus rapidement l'état final. Et donc ici, si je fais la même méthode, j'obtiens le même état final, je vais chercher la même moitié d'avancement final. Et donc, si je regarde, le temps admis serait beaucoup plus petit. Donc c'est logique. Plus la température est élevée, plus la vitesse est grande, plus la durée de la réaction est faible, et donc plus T1,5 est faible. Bon, la fin, normalement, c'est pas le plus dur. Donc je vous envoie la correction papier, puis je vous mets ça aussi sous forme d'une petite vidéo. J'espère que ça vous aura servi, et je vous dis à bientôt.